Bien, donc bonjour à tous, bienvenue dans cette série de conférences. Je voudrais d'abord, avant de présenter Massimo Leone, le remercier d'avoir accepté notre invitation. Donc, son intervention s'inscrit dans une série de collaborations entre le laboratoire qu'il dirige, le CIRSE, un des meilleurs laboratoires de l'Italie, des plus productifs, et le groupe marocain de sémiotique, affilié à l'université de Meknès, que j'ai eu l'honneur de fonder avec quelques collègues il y a maintenant une dizaine d'années. Massimo Leone, et je le dis à chaque fois, c'est toujours très difficile de te présenter parce que tu as fait beaucoup de choses, tu bouges beaucoup, tu as pas mal de projets dans la recherche, dans le monde de l'édition. Et pour vous saisir, c'est très très difficile. Donc, mais je crois que ton style de recherche, qui est très très original, porte la trace, peut-être selon moi, de ta triple formation. C'est-à-dire, Massimo Leone, à l'origine, est docteur de l'université de la Sorbonne, de Cambridge et de Fribourg. Donc, il allie plusieurs types de recherche. La recherche telle qu'on la pratique dans des pays européens comme la France, où la rigueur aussi, la rigueur de la philologie allemande et l'efficacité des chercheurs anglo-saxons. Massimo Leone est professeur de sémiotique à l'université de Turin. Il dirige le groupe CIRSE. Il est à temps partiel professeur à l'université de Shanghai. Il est sur plusieurs projets de recherche dans le monde de la sémiotique, mais aussi de l'édition. Donc c'est vraiment un grand plaisir et un honneur de l'accueillir ici. Et aujourd'hui, il intervient sur un sujet passionnant, sûrement parce que c'est peut-être l'influence de votre séjour à Shanghai, je ne sais pas, bien sûr, une brève histoire de l'humanité, de la muraille aux réseaux sociaux. Donc je le remercie, je lui donne tout de suite la parole. Bon, un grand merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir et c'est un grand honneur en fait de pouvoir adresser le public de l'université de Meknès et la communauté sémiotique animée par mon cher collègue et ami le professeur Mohamed Bernoussi. Donc, merci. Grazie. Oui. Alors, toute communauté humaine implique la constitution d'une frontière à la fois conceptuelle et matérielle. Du point de vue du signifié, être avec quelqu'un équivaut à être sans quelqu'un d'autre. La communauté universelle ne fait l'objet que d'un élan utopique, tandis que d'habitude, elle se configure dans l'opposition à un étranger, voire à un ennemi. Du point de vue signifiant, la séparation découlant de l'union doit s'exprimer par une communion de signes à la fois fédérant ceux qui les partagent et excluant ceux qui en sont dépourvus. Les communautés invisibles ne les sont que lorsqu'elles, menacées par une force extérieure, vivent dans le secret, attendant l'instant de leur manifestation. Toutefois, c'est par le truchement des signes visibles que les communautés normalement dénoncent leurs élus et leurs damnés. Les langues, que l'on appelle naturelles, sont bien des outils pour la communication, mais elles sont aussi des dispositifs de distinction, voire de ségrégation. L'effort d'apprendre parfaitement une nouvelle langue traduit le désir de franchir les frontières d'une communauté à laquelle, par sa propre naissance, on n'appartient pas. La sémiosphère, à
savoir l'espace conceptuel au sein duquel une culture vit comme un ensemble de dynamiques, de significations, fourmille continuellement à cause de l'agrégation et de la désagrégation des communautés. L'évolution technologique accompagne, exprime et altère cette tension. À l'époque médiévale, les communautés se faisaient et se défaisaient autour de confins géographiques. L'on s'entretuait pour la possession d'un terrain fertile ou d'un accès à la mer. Dans la modernité, la lutte pour les frontières physiques demeure, mais elle se mêle de façon inextricable avec les conflits des idéologies. Des frontières faites de mots et de croyances divisent l'Europe catholique et l'Europe protestante, selon des lignes qui se superposent à celles des frontières géographiques, les compliquant. Dans la modernité, cela devient plus difficile de représenter les confins, de séparer les siens des autres, car des systèmes de frontières d'ordre différents commencent à entrecroiser leurs lignes. Dans un même pays, dans une même ville, voire dans une même famille, vivent et se dansaillent des catholiques et des protestants. La complication explose dans la postmodernité, et surtout lorsque la production des sens dans la sémiosphère devient de plus en plus numérique. Les communautés continuent d'exister, mais par des systèmes d'appartenance à intensité variable, où les membres se trouvent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des lignes de démarcation, selon les registres idéologiques adoptés. Cette configuration aux 1000 plateaux, dont Deleuze et Guattari essayèrent de décrire la topologie par un effort extrême d'ekphrasis philosophique, a son diagramme essentiel dans les réseaux. Le diagramme de la communauté prémoderne fut un cercle, une ligne continue séparant les amis des ennemis, les membres des étrangers. Les systèmes et les codes d'appartenance y étaient très clairs. Le diagramme essentiel de la communauté moderne fut encore le cercle, sauf qu'il devint de plus en plus tendu dans une ellipse dont la topologie était déterminée non pas par un seul centre, mais par l'opposition entre deux centres, lesquels exerçaient de forces contraires et donnaient lieu à une disposition asymétrique des individus dans l'espace communautaire. Les plus ces centres et leurs forces relatives se diversifièrent, le plus la topologie communautaire se transforma dans une sorte de diagramme dualaire où les appartenances se superposèrent et parfois se contredirent. Toutefois, si dans le cercle médiéval, dans l'ellipse de la première modernité et dans le diagramme dualaire de la modernité tardive, les frontières communautaires demeurèrent tout de même extérieures à l'individu, dans la communauté postmoderne, au contraire, la topologie du réseau s'est imposée. L'appartenance ne s'y mesure plus par rapport à la ligne régulière du cercle, ni en relation à celle irrégulière de l'ellipse, ni par rapport à la grille plus ou moins compliquée des intersections entre frontières superposées, mais à partir des connexions s'irradiant d'un centre qui coïncide avec l'individu même. Ce n'est pas celui-ci à être comme auparavant, plus ou moins au centre de la communauté, mais celle-ci à se recentrer sur l'individu, sur les relations multiples qu'il entretient avec les autres membres. La technologie de la réseau numérique des communications permet ensuite à cette topologie de se compliquer, d'évoluer dans celle d'un rhizome, un diagramme lui aussi préconisé par Deleuze et Guattari, et d'augmenter la rapidité de sa reconfiguration. Dans les réseaux sociaux numériques, des frontières multiples se font et se défont continuellement, suivant la restructuration incessante, multiple et souvent capricieuse des relations qui lient l'individu aux autres membres. Suite à ce renversement de l'axe des formations de la communauté, renversement qui en recentre la configuration, la topologie
et la dynamique sur l'individu et sur les relations qu'il instaure avec les autres, plutôt que sur son insertion à lui dans une communauté préexistante. La question se pose de comprendre, en premier lieu, la nouvelle morphologie communautaire à laquelle ce renversement donne lieu. Peut-on proprement parler des communautés dans la société des réseaux, vu que leur forme se restructure sans cesse, rapidement et sur des plans multiples? Il faut s'interroger, en deuxième lieu, sur les relations complexes entre ce rhizome postmoderne et les frontières des époques culturelles précédentes, frontières lesquelles ne disparaissent jamais complètement, mais se reconfigurent, elles aussi, suite au passage d'une topologie communautaire qui encercle l'individu à une qui s'irradie de l'individu. Le premier ordre de réflexion concerne la question de la représentation des frontières. Il s'agit d'observer, par une démarche mobilisant un savoir essentiellement sémiotique, comment les communautés utilisent une gamme variée de signes, de discours et de textes pour communiquer à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur d'elles-mêmes, une idée d'appartenance avec ses critères d'inclusion et d'exclusion. Si ce premier ordre interroge, pour ainsi dire, la syntaxe des frontières, à savoir leur constitution en tant que discours de fédération et de séparation, le deuxième ordre en investigue la sémantique, c'est-à-dire les sens que ces représentations font surgir vis-à-vis de ceux qui, dans un ensemble communautaire, s'en trouvent soit exclus, soit inclus. L'une et l'autre, la syntaxe des frontières et leur sémantique, relèvent de la question de la représentation des frontières, mais elles ne peuvent que déboucher dans une réflexion pragmatique sur les frontières de la représentation, sur les modalités par lesquelles les sujets participent aux interactions communautaires, sur l'efficacité, mais aussi sur les limites de cette participation. En ce qui concerne le premier ordre de réflexion, les communautés prémodernes se dotaient des signes de démarcation tangibles, doués d'une consistance matérielle, d'une persistance temporelle et d'une étendue spatiale. Non seulement les communautés urbaines étaient souvent délimitées et défendues par des murailles, comme la ville de Meknès, mais les villes entières étaient parsemées des manifestations visibles péremptoires d'appartenance. Les affiliations multiples, bien évidemment, y existaient, mais elles donnent lieu d'habitude à une topologie concentrique dont on peut observer encore des traces dans des villes moyenâgeuses comme Sienne, par exemple, en Toscane. L'on y démarquait clairement l'appartenance à une lignée par l'usage d'un patronymique, l'appartenance à un quartier par tout un système de signes allant de la présence de blasons et de bannières dans les rues jusqu'à l'édification d'une église paroissiale, tandis que tous, n'importe quel fût leur lignage ou contrade, étaient encerclés par les murailles de la ville, qui en séparaient nettement la communauté de villes ennemies de Florence ou Pise. Toutes ces frontières se constituaient par une syntaxe fortement codifiée, mais elles ne manifestaient aucunement des superpositions ou des intersections ambiguës. Appartenir à une famille ne contredisait pas l'affiliation à un quartier, lequel ne contrevenait pas à l'appartenance à la ville. Tout ce cercle étant concentrique et tournant autour d'un centre qui s'est constitué comme source sacrée du pouvoir ordonnateur. Au Moyen-Âge, le conflit des appartenances ne surgissait que lorsqu'une ambiguïté se manifestait à l'origine même du système des frontières. Par exemple, dans le conflit entre le pouvoir impérial et le pouvoir papal. Dans ce cas, cependant, la seule solution possible ne consistait pas dans le développement d'un système d'appartenance multiple et contradictoire, mais dans la guerre civile, dans l'exil, dans l'élimination de l'ennemi intérieur ou dans son expulsion en dehors des confins physiques de la ville. Avec l'époque moderne, au contraire,
par une évolution progressive allant du principe du cuius requio eius religio, formulé par le juriste Joachim Stefani en 1582, jusqu'à la promulgation en 1779 du Virginia Statute for Religious Freedom, écrit par Thomas Jefferson et ensuite englobé dans la Constitution américaine, un système d'appartenance multiple s'est mis en place où la syntaxe des frontières ne se disposait plus selon la topologie d'un cercle, mais selon celle d'un diagramme asymétrique, plusieurs centres d'attraction pouvant y coexister et concourir à imprimer à la communauté une forme ellipsoïdale, voire celle d'un diagramme diolaire. La multiplication des centres ordonnateurs modifia déjà en profondeur les dynamiques des sens de la sémisphère. Elle, la multiplication, permit par exemple la coexistence des différences religieuses dans le même espace urbain, mais elle y modifia simultanément l'emplacement des frontières. Dans la communauté prémoderne, la position de l'individu par rapport au centre et au cercle, à savoir par rapport à la source sacrée qui ordonnait la sémiosphère et à la ligne qui a délimité, souvent par des dispositifs physiques, l'étendue du pouvoir de démarcation, déterminait l'identité de l'individu. En effet, les membres de la communauté y étaient immédiatement identifiables comme quelqu'un qui appartenait ou qui était étranger, tout simplement à partir de la position qu'il occupait dans l'espace. Selon que l'on vécut en deçà ou au-delà des murailles de la ville, l'on était soit un concitoyen, soit un étranger, voire un ennemi. La source qui ordonnait l'essence de la sémiosphère, n'ayant pas de rivaux, l'espace sur lequel il dominait était porteur d'une signification sans ambiguïté. L'on pouvait être plus ou moins proche ou plus ou moins lointain de ces centres, mais l'on ne pouvait pas simultanément être dans la communauté et en dehors d'elle. Ces frontières constituaient une démarcation sans aucune possibilité de nuance ou de gradualité. Lorsque la communauté soupçonnait que des membres à son intérieur ne répondaient pas complètement au centre dominant et ordonnant l'espace, elle les renfermait dans un lieu clos à l'intérieur de celui de la ville, dans une sorte de ville-prison dont la constitution tragique indiquait l'impossibilité d'admettre des exceptions ou des ambiguïtés dans l'attribution des sens à l'espace. De ce point de vue, la constitution des ghettos juifs dans les villes catholiques prémodernes fut le résultat absurde et malheureux de la rigidité du diagramme communautaire. Ensuite, à chaque fois que la postmodernité poursuivra les buts surréels et pathétiques d'un retour à l'homogénéité de l'espace urbain, elle retournera aussi tragiquement au soupçon de l'étranger intérieur, voire de l'ennemi intérieur, essayant de le renfermer ou même de l'exterminer. Dans la communauté moderne, au contraire, la multiplication des centres ordonnateurs conféra à l'espace un caractère plus strié, dans le sens que Deleuze donna à ce terme. Les citoyens n'y étaient plus lisibles illico uniquement en relation à l'endroit qu'il occupait dans l'espace urbain, car celui-ci ne faisait plus l'objet d'un couplage sans résidu avec la topologie de la sémiosphère. D'une part, des seuils commencèrent à parsèmer l'espace communautaire, surgissant là où des forces diverses, voire opposées, y réclamaient l'appartenance des membres. D'autre part, ceux-ci cessèrent d'être des sujets uniquement passifs de la disposition des sens mise en place par les centres sacrés et commencèrent au contraire à développer une relation non plus statique, mais dynamique avec la frontière et surtout avec ses seuils. Si dans la communauté prémoderne, la frontière communautaire s'est constituée de façon autonome, sans la contribution des membres, dans la communauté moderne, cette autonomie cessa, car maintenant, cela appartenait aux membres, en tant que groupe à l'intérieur de la communauté, d'y signaler leurs conditions d'appartenance par des systèmes de signes fort variés, qui tous, cependant, différaient de la muraille en cela qu'il devait être à même de signifier non pas simplement l'inclusion versus l'exclusion, mais les nuances des proximités par rapport aux centres multiples de la communauté.
Au début de l'époque moderne, par exemple, le rosaire fut inventé et vastement adopté comme moyen de signaler une appartenance religieuse catholique dans un milieu pluriconfessionnel. Dans la pré-modernité, vivre au sein d'un espace communautaire catholique signifiait déjà une appartenance à cette confession. Dans la modernité, l'appartenance en quelque sorte à la fois multiplia et affaiblit sa gamme d'expressions sémitiques. Le passage de la frontière circulaire de la communauté pré-moderne à la frontière ellipsoïdale de la communauté moderne, laquelle ensuite se repliera sur elle-même pour donner lieu à tout un système d'intersection, produisit l'exigence de gadgets identitaires se caractérisant par leur portabilité. Dans le Moyen-Âge, les citoyens étaient entourés par une frontière incontournable et inamovible. Dans l'époque moderne, les murailles persistèrent, mais elles ne suffisaient plus. Les membres durent transporter des morceaux symboliques avec eux, ou même sur eux. Ce n'était plus uniquement l'espace à déterminer l'appartenance de l'individu qui l'occupait, mais c'était au contraire l'individu qui déterminait l'appartenance de l'espace à l'occupant. L'espace de la communauté commença donc de devenir un territoire aux connotations ambiguës, des pouvoirs contradictoires y manifestant souvent leur concurrence, sans que l'on pût déterminer, comme dans la prémodernité, le triomphe de l'un et l'expulsion de l'autre. Toute une série de nicodémismes devint donc nécessaire afin de rendre cette ambiguïté tolérable. Ce qui en résulta, cependant, fut une relative illisibilité des individus les uns par rapport aux autres. Sans la présence des gadgets identitaires, l'on ne pouvait pas vraiment distinguer l'ami de l'ennemi, les membres de l'étranger. Les gadgets, en outre, au contraire des murailles, pouvaient être facilement utilisés pour mentir, pour fendre une appartenance alors qu'elle était absente ou tiède. La méfiance sociale augmenta en même temps que les simulacres s'en accrurent. Voilà, je vais aussi les citer ensuite sur cela, sur votre capacité de vous lire les uns les autres. Par exemple, entre vous, les étudiants, les étudiantes, en vous regardant, en vous observant, si vous pouvez déterminer votre appartenance, si c'est clair, la communauté à laquelle vous appartenez. En Europe, en Italie, c'est pas clair du tout. Le passage ultérieur, celui du diagramme d'Euler au réseau rhizomatique, a extrémisé cette dynamique des transformations et accentué la portabilité des frontières. Désormais, ce qui importe ne sont plus les confins physiques ou les systèmes de seuil dessinés par les gadgets identitaires, mais la façon dont chaque individu construit la citadelle intérieure de sa propre communauté, laquelle coïncide essentiellement avec une monade. Si l'individu moderne portait sur soi une partie de la muraille, l'individu postmoderne l'a intériorisé. Il est devenu le seul responsable de la défense des confins d'une appartenance qui, loin de dépendre uniquement de l'espace des gadgets identitaires partagés par un groupe, est issu par les gestes d'un style personnel, par un goût. La postmodernité a jeté donc sur les épaules des individus une responsabilité sémiotique énorme, celle de construire et maintenir leurs propres murailles, leurs propres frontières, sans référence à une communauté. Cette responsabilité est si gigantesque et si disproportionnée par rapport aux conditions de vie sémiotique de la sémiosphère qu'elle donne lieu à toute une gamme de comportements apparemment irraisonnables, lesquels cependant trouvent leur raison d'être exactement dans la personnalisation de la frontière. La révolution industrielle et le système capitaliste ont produit une infrastructure démographique qui frustre la singularité. Afin de créer des profits de la production et de la consommation sur grande échelle, il était de plus en plus nécessaire que les communautés se concentrassent dans des territoires physiquement étroits et fortement interconnectés, coïncidant essentiellement avec les villes modernes et encore plus avec les métropoles postmodernes. La ville chinoise où
j'habite 2 mois par année et j'enseigne 2 mois par année, à 26 millions d'habitants, par exemple. Aucune muraille n'y garantit plus les frontières d'appartenance et aucun gadget identitaire n'y est véritablement fiable. Lire l'autre et en déchiffrer les lignes d'appartenance multiples et contradictoires qui les traversent requiert du temps, mais le temps dans la ville est toujours insuffisant. Le mieux que l'on puisse y faire, alors, c'est de lire les autres par des stéréotypes, se soumettant en même temps à la lecture stéréotypée des autres. L'infrastructure démographique postmoderne conduit à une crise de la singularité qui contraste fortement avec la responsabilité individuelle d'ériger ses propres frontières intérieures d'appartenance et de les communiquer aux autres. Face au contraste entre une responsabilité écrasante et une infrastructure frustrante, les individus réagissent souvent par des comportements nostalgiques. D'une part, ils commencent à rêver de l'institution des nouvelles frontières identitaires. Le dernier président des États-Unis, par exemple, a gagné les élections essentiellement en promettant d'ériger une muraille médiévale et en désignant le Mexique et les Mexicains comme l'autre absolu, comme l'étranger, comme l'ennemi. Une stratégie parallèle consiste à réagir à l'illisibilité consubstantielle de l'individu dans l'espace communautaire contemporain, non pas à travers la création d'une muraille séparant un ennemi extérieur, mais à travers la création d'un ennemi intérieur. D'un côté, donc, vu le caractère indéchiffrable des appartenances, cet ennemi est de plus en plus désigné par des caractéristiques somatiques. Dans plusieurs pays européens, c'est par un néoracisme stigmatisant la couleur de la peau que les frontières communautaires de mon Inde, à la fois assoiffées de singularité et frustrées dans les projets identitaires, récupèrent l'essence de leur exclusivité. De l'autre côté, si l'ennemi ne peut pas être identifié par la couleur de sa peau, il devient un étranger invisible et pernicieux, lequel, aux yeux des communautaristes, semble appartenir à l'espace citoyen, mais en réalité, il constitue une menace aux frontières de chacun. Les théories du complot, l'islamophobie, l'antisémitisme visent précisément à dénigrer, à dénicher un autre venimeux que l'on voudrait enfermer dans un ghetto et que l'on ne peut plus reconnaître dans l'espace strié de la communauté postmoderne. Dans son délire identitaire, l'insécurité numérique rêve de pouvoir distinguer les ennemis intérieurs par des signes sans équivocation possible, comme le rêvaient les nazis avec leurs absurdes étoiles jaunes. Étant donné l'impossibilité de reconnaître un ennemi, l'insécurité postmoderne s'est traduite dans l'émeute. À Paris, depuis des mois, des groupes d'individus ne sachant pas grand-chose les uns des autres, souvent masqués ou cagoulés, se reconnaissent réciproquement par le simple fait de se rassembler en même temps et dans le même espace, et surtout par le porte des gilets jaunes, retrouvent un sentiment d'appartenance en exprimant une rage qui n'est plus à même de reconnaître son ennemi et qui donc avise les objets ou les manifestations matérielles supposées. L'antagoniste des gilets jaunes, alors, n'est plus une classe sociale ou une ethnie, mais une partie de la ville. Les Champs-Élysées ou le 16e arrondissement deviennent l'ennemi européen, la projection territoriale, à l'ombre spatiale contre laquelle se jette le casse-tout, au point que l'État français, avec ses forces, n'est plus appelé à protéger une classe sociale ou une ethnie, mais des parties de la ville qui, aux yeux des participants aux émeutes, constituent l'ennemi par rapport auquel s'est construit l'identité monadique des manifestants. Faute d'ennemis visibles, la ville, ou mieux dit, les quartiers de la ville, deviennent les objectifs de la violence, à la fois cible et territoire d'une émeute, où les individus récupèrent un sentiment prémoderne d'appartenance. La cadence temporelle par laquelle les émeutes ont lieu tous les samedis les transforme dans une sorte de rituel violent d'agrégation communautaire qui remplace et revigore de quelque sorte celle du football. Dans la violence qui explose dans les stades chaque dimanche, des individus sans appartenance réelle de la ville postmoderne en retrouvent une à travers la confrontation symbolique, arbitraire et violente contre une équipe adversaire.
Dans les émeutes parisiennes, les dimanches violents du football sont remplacés par les samedis violents des Champs-Élysées, sauf que les ennemis à écraser ne sont plus les souteneurs d'une équipe adversaire, avec leurs couleurs, leurs drapeaux bien reconnaissables, mais les choses que l'on attribue aux ennemis de l'émeute, à savoir tout ce qui peut être lié à la richesse, à l'establishment, à la bourgeoisie urbaine, au pouvoir politique établi. Les résultats de la récupération des murailles, de la prémodernité et des gadgets identitaires modernes dans les sémiosphères de la postmodernité sont souvent surréels et pathétiques, exactement à ce qu'il essaye de réactiver dans l'espace communautaire postmoderne l'enchantement identitaire typique des époques antérieures. La projection de cercles identitaires de la ville n'est produit que des contradictions ultérieures. Dans les émeutes des Gilets jaunes, par exemple, quels sont les quartiers parisiens à cibler par la violence? Où commence-t-il et où se termine-t-il? Et quels sont les types de voitures ou des magasins qu'il faut détruire? Étant donné l'impossibilité de répondre à ces questions, les manifestants s'en prennent non pas à la richesse, mais à ces stéréotypes. Ils finissent par détruire les petits kiosques des Champs-Élysées, qui sont pourtant souvent gérés par des gens qui ont plus ou moins la même condition économique que les manifestants, sinon pire. Les symboles même des émeutes, les gilets jaunes, deviennent paradoxal, étant liés d'un côté à une connotation d'urgence, tandis que de l'autre côté, il est un gadget identitaire le plus simple à repérer, un blason que chacun garde potentiellement dans le coffre de sa voiture. De même, le projet de Donald Trump de bâtir une nouvelle muraille entre les États-Unis et le Mexique est simplement ridicule si l'on considère combien le Mexique et les Mexicains sont déjà une partie de la société et même du territoire physique des États-Unis. À chaque cérémonie d'attribution des Oscars, Hollywood rappelle à Donald Trump le caractère pathétique d'une muraille physique essayant de confiner un débordement qui a déjà atteint le niveau de l'imaginaire. Les États-Unis ne peuvent pas être séparés, ne peuvent plus être séparés du Mexique parce qu'ils sont déjà le Mexique, de la même manière que le Mexique est déjà les États-Unis. Cependant, la nostalgie des frontières communautaires prémodernes ne se manifeste pas uniquement dans l'espace physique des villes et des confins géopolitiques. Au contraire, c'est exactement dans le même territoire typique des sociétés postmodernes, à savoir la sémiosphère numérique, que les individus essayent de construire des frontières autour de leur fragile communauté monadique. D'une part, les stratégies identitaires prospérant dans la ville physique, à savoir l'identification d'un ennemi par des démarches de délimitation raciste, complotiste ou anarchiste, se retrouvent de façon numérique dans les réseaux sociaux. Plutôt que cibler les corps d'une autre ethnie, le racisme numérique attaque les simulacres dans le web. Par exemple, en produisant une diffamation continuelle de personnalités sportives considérées comme provenant au-delà des frontières communautaires. De même, l'antisémitisme, l'islamophobie et les théories du complot prolifèrent dans l'espace numérique, étant alimentés dans ce cas aussi par la difficulté de lire l'autre dans la sémiosphère postmoderne, difficulté qui est exacerbée dans son pendant numérique. Tout le monde se méfie de tout le monde, tous s'engagent à manifester leur prise de distance radicale et surtout violente par rapport à tous les autres, et personne n'est plus sûr de l'identité d'autrui, de ses fuyants simulacres, et de la crédibilité des idées qu'il manifeste. À tout moment, donnant l'impression que l'ennemi nous permettant d'ériger la frontière de notre monade numérique, en réalité joue avec nous, comme il arrive dans le phénomène du trolling. Dans le trolling, en effet, l'on démarque les frontières de sa propre singularité en combattant avec des ennemis lesquels ne sont en réalité que des ombres et qui, au contraire, utilisent notre combat à nous pour constituer leur propre identité sadique des trollers, exactement comme le fait un chat avec une souris croyant pouvoir lui échapper. L'incertitude épistémique la plus totale règne sur ces échanges, pendant lesquels on n'est jamais certain si ceux qu'on leur oppose rapportent des faits ou bien des fake news, s'ils sont sérieux ou bien s'ils ne sont que des trollers. À la limite, s'ils existent comme un simulacre des sujets doués d'intentionnalité, ou bien s'ils sont au contraire des fantômes numériques
produits par des algorithmes. L'une des stratégies de construction de l'identité les plus communes dans l'espace strié de la modernité, à savoir l'ironie, échoue totalement dans la sémiosphère numérique postmoderne, car, comme l'affirme la loi des Beaux, il est impossible de distinguer quelqu'un qui exprime un message absurde de quelqu'un qui, en l'imitant, est censé, le imitant, est censé en faire l'objet de son ironie. Vu l'impossibilité de lire l'autre de la sémiosphère postmoderne, les communautés monades qui circulent construisent leurs propres murailles de façon numérique. Chacun accède à un micro-territoire dans le cyberespace par des mots de passe secrets, lesquels fonctionnent exactement comme les mots de passe qui, auparavant, permettaient de franchir les murailles des communautés prémodernes. Sauf que, dans ces cas, ces codes secrets permettent l'accès à des espaces monadiques privatisés, dans lesquels les individus sont bien évidemment connectés aux autres, mais dans des conditions tout à fait différentes par rapport à la ville médiévale. À Sienne, être à l'intérieur des murailles signifiait n'y rencontrer que des semblables, car ce n'était que dans le voyage, l'expérience aventureuse et périlleuse par excellence de l'époque moderne, qu'elle a risqué de tomber sur des étrangers, voire des ennemis. À l'intérieur de la citadelle postmoderne d'un compte de réseau social, un revanche, les autres peuvent continuellement se manifester en deçà des frontières par leurs commentaires hostiles, par leurs images haineuses, par leur ironie incontournable ou simplement par l'ombre fastidieuse de l'imprévisible hétérogénéité postmoderne. Un effort continuel de purification se rend donc nécessaire. D'une part, l'espace de la communauté monade numérique doit être nettoyé de tout élément pouvant menacer les rêves prémodernes d'homogénéité. Les opinions contraires sont évitées, les actes hostiles effacés, la monade numérique se transforme dans une chambre d'écho, echo chamber, où ce que l'individu désigne comme sa propre identité n'est nullement mis en danger, mais il est au contraire confirmé et souligné à chaque interaction. D'autre part, ce n'est pas uniquement l'accès des autres aux frontières de sa propre communauté, un réseau à être strictement réglé, mais aussi l'accès de cette identité individuelle au réseau des autres. Apparemment, la sémiosphère numérique est un endroit de connexion et d'immédiateté. En réalité, les échanges directs, face à face et sans filtre, ils sont soigneusement évités ou ils y sont évités dans une version édulcorée, patinée, embellie, où le projet identitaire de chacun n'est nullement exposé au danger de l'incohérence. Les selfies, par exemple, paraissent une instantanée du présent, et cependant, personne, je crois personne d'entre vous, n'accepterait d'en publier un sans l'avoir méticuleusement sélectionné, modifié, filtré et post-produit, de sorte qu'il soit parfaitement en ligne avec son propre projet identitaire. Étant donné l'intrinsèque inhomogénéité de la sémiosphère numérique, en outre des frontières des communautés monades ne peuvent être défendues que dans la création des chambres d'écho où l'on ne rencontre que des simulacres porteurs d'une identité tout à fait homogène à la sienne, exactement comme dans une néo-ville médiévale numérique, ou bien en réduisant sa propre contribution communicative à des stéréotypes absolus. Puisque tout dans la sémiosphère numérique peut vous procurer des ennemis et une exposition à l'hostilité violente des autres, la seule façon d'y échapper relève soit d'un discours qui ironise toujours sur lui-même, soit de la simple reprise des messages préfabriqués, soit de la circulation de stéréotypes de la bienveillance numérique, allant des chatons au chagrin pour la mort du grand chanteur, des photos de nourriture, aux pseudo-citations d'Einstein. Le même système infrastructural qui frustre les singularités postmodernes en les obligeant à la standardisation aliénante des métropoles, à l'angoisse corporelle de leurs transports étouffants et aux vexations de leur bureaucratie numérique, produit des profits ultérieurs en vendant à chacun de ses membres des illusions prémodernes des singularités.
en échange d'une gratuité qui en effet dissimule une volonté d'extraire subrepticement et de vendre ensuite aux plus offrants les traces numériques des désirs de chacun. Vous croyez peut-être que les services que vous utilisez sont gratuits, mais ils ne sont pas gratuits. Vous les payez avec les informations que vous donnez au réseau. Et les individus postmodernes accèdent à des petites citadelles numériques où on les laisse cultiver l'illusion non seulement d'être les membres d'une communauté, mais d'en être les souverains avec des followers, avec les actes d'hommage qui leur sont offerts à chaque pas, like après like, avec le pouvoir surtout de bannir de la citadelle, exactement comme le faisaient les rois, tout individu osant porter atteinte à la majesté du prince. Dans son compte numérique personnel, que chacun obtient gratuitement, mais qu'en réalité tout le monde paye en offrant de façon inconsciente des informations pour qu'on lui vende ensuite des produits du même système de production qui a généré la crise infrastructurelle de la singularité, l'individu est placé dans la position d'un prince dominateur de son espace numérique, mais aussi dans celle de l'artiste capable d'exprimer sa propre créativité jour après jour, minute après minute. Il y a bien évidemment de la créativité dans les réseaux sociaux, mais elle n'est certainement pas une créativité comparable à celle des formes de production artistique qui passent par la matérialité et par les corps. Ce sont plutôt des formes de créativité et d'expression fortement contraintes dans des formats prédéterminés par les services numériques et caractérisées par une logique essentiellement combinatoire. En tout cas, ce ne sont ni les préformatages ni la combinatoire à frustrer les efforts de se construire une singularité dans les réseaux sociaux, mais le fait que toute singularité, pour s'exprimer en tant que telle, a besoin de trouver un reflet dans une relation dialogique où chacun s'offre à la lecture de l'autre et le lit en même temps. Je m'offre avec mon corps et avec ma voix à vous-même aujourd'hui, mais en même temps je peux lire votre attitude, votre intérêt, votre comportement. Vous me regardez, mais moi je vous regarde. Donc on se lit de façon réciproque les uns les autres et on en tire des conséquences. La conversation numérique, en effet, ne se compose pas d'auteurs et de lecteurs, mais plutôt d'exhibitionnistes et de voyeurs, les uns n'étant pas intéressés à échanger des rôles de démonstration par an de curiosité, les autres n'étant pas prêts à abandonner leur panopticon personnel pour exhiber enfin quelque chose de soi. L'univers de la mode vestimentaire vend à ses clients potentiels des marchandises fortement standardisées dont seule la combinatoire garantit à qui les achète une illusion de créativité exclusive et singulière. Souvent, lors d'une soirée, l'on découvre avec angoisse que quelqu'un d'autre porte le même vêtement par lesquels on espérait bâtir le sentiment intérieur et l'expression extérieure de sa propre singularité. De même, toute tentative d'originalité dans les réseaux sociaux est frustrée par l'apparition de doubles qui, dans le vertige de la viralité, nous ressemblent dès que nous avons l'impression d'être uniques. Imiter les autres ne demande qu'un clic de partage et la menace du double que Saramago, l'écrivain portugais prix Nobel pour la littérature, évoqua magistralement dans les romans L'autre comme moi de 2005, est toujours présente. Pour y réagir, l'on ne peut qu'extrémiser son discours, mais seulement pour découvrir que dans ces comportements aussi, l'on est suivi par des milliers d'internautes, jusqu'à produire des tendances toxiques auxquelles les individus ne seraient jamais prêts à adhérer dans la vie offline, mais qui suivent sans hésitation dans la scénosphère numérique. On peut réagir à la standardisation du format combinatoire par le vintage, ou plus en général par le hipstérisme, qui est très commun en Europe, mais il suffit de penser au visage barbu des hipsters, tous ressemblant les uns aux autres, pour obtenir une confirmation de comment cette stratégie est pathétiquement perdante. Le marché nous vend la pseudo-créativité combinatoire de meubles Ikea de la main droite et en même temps de la main gauche nous offre des meubles vintage en alternative. Le selfie alors devient les nouveaux monuments de la citadelle numérique, les selfies à côté des animaux, ces monuments équestres, c'est-à-dire des effigies, non pas des marbres mais des pixels,
par lesquels chacun érige une statue pathétique à soi-même, attribuant de la mémorabilité à un instant de vie qui, malgré les efforts pour grimper des sommets ardus ou de côtoyer les animaux sauvages, l'on partage avec des milliers, sinon des millions d'internautes. Même l'acte extrême du suicide indirect sur Facebook ou du massacre terroriste communiqué dans les réseaux entre dans une série tragique de gestes similaires dans une production post-industrielle de la terreur. En conclusion, les murailles qui encerclaient la communauté médiévale ont perdu leur statut sacré, les centres qui en érigeaient les bastions ont cessé de briller d'une lumière exclusive, abandonnant l'individu dans une ville aux sentiers ambigus, où l'identité propre et d'autrui ne sont jamais claires, mais de façon croissante de la modernité, doivent être communiquées par des signes nécessairement ambigus. Dans la postmodernité, ces signes ne sont plus suffisants et aussi sujets à des lectures multiples et contradictoires, rendant l'individu illisible dans sa propre communauté, étranger parmi les étrangers. Là, la communauté se désintègre, les centres ayant le pouvoir de l'ordonner, de donner un sens à la sémisphère, disparaissent et se déplacent au sein même de l'individu. Les murailles circulaires, déjà remplacées par les ellipses modernes, puis par les diagrammes modulaires de la modernité tardive, se transforment ultérieurement en rhizome, un réseau où les communautés coïncident avec les individus et se déplacent avec eux. Dans les conditions infrastructurales de la postmodernité, aucun signe n'est plus capable de dire la singularité. Les jeunes en Europe se tatouent de plus en plus, ils remplissent, mes étudiants par exemple, ils remplissent leur peau de dessins et de piercings dans l'illusion que cela suffise à délimiter leurs identités. En effet, ils ne vont que ressembler à des milliers d'autres corps tatoués, à des corps où les tendances de l'imaginaire postmoderne inscrivent leur empreinte, impriment leur marque à feu. Quant au numérique, là aussi, les individus essayent de récupérer un sentiment de l'existence, littéralement du fait de exister, des extraire du néant postmoderne qui les engloutit, mais ils ne tombent que plus en bas dans les seins de la viralité quotidienne, dans l'extrémisme généralisé, dans la violence sans objet. Pourtant, des sorties de l'impasse numérique postmoderne existent, mais peut-être je vais vous en parler dans une autre occasion. Merci. Merci Massimo pour cette brillante intervention, brillante et très très riche, parce qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion que tu lances. Tu lances avec brio et avec une méthodologie sémiotique très rigoureuse et très discrète. Donc, je rappelle la définition d'Umberto Eco de la sémiotique, qui est la science du mensonge. Et donc, ton intervention a lancé la réflexion sur... Donc, elle a esquissé une réflexion sur des concepts comme l'identité, la frontière, le centre et leur destin dans le numérique. Mais ce qui est très intéressant dans ton intervention, c'est que tu nuances cela en affirmant que les modèles anciens de la centralité, de l'identité, de l'altérité reviennent, mais reviennent sous d'autres formes. Et j'ai noté beaucoup de choses, donc c'est une réflexion très 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 riche, et je crois qu'il y aura beaucoup de questions. Moi j'ai des questions, donc je vais donner la parole au public. Vous pouvez poser vos questions en français ou éventuellement en anglais. Massimo Leone est un parfait angliciste. S'il y a des gens qui posent leurs questions en arabe, je vais le traduire. Donc,
Je vais ouvrir une liste. Younes, c'est ça? Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Hamza. Hamza. Oui. Moi, je poserai des questions à la fin. On peut commencer là, puis après, on ouvrira une autre liste. Allez-y. Alors, merci, Monsieur Massimo, pour votre présentation d'une manière assez pointue et d'actualité. Il y a un modèle, en fait, ancien du XVIe siècle, une personnalité réelle, c'est Hassan Louazen, qui va être capachisé lion africain, qui passe de l'espace grenadin à Fès, puis à Tombouctou, et, passant par le Caire et aussi jusqu'à l'arrivée à Rome. Ça, c'est un modèle en fait qui marque l'histoire par cette identité plurielle qui va être une identité plurielle et qui va être manipulée ou investie par Amin Maalouf dans son roman Lion l'Africain. Dans l'ère du numérique, cela pose en fait problème. Et d'ailleurs, Amin Maalouf, il a un autre roman, un autre essai, L'identité meurtrière, qui parle de cette appartenance plurielle, plusieurs appartenances qui façonnent cette identité qui fait en fait une identité singulière. Alors, dans cette, ce que vous avez dit, et bien sûr à l'ère postmoderne, à l'ère numérique, est-ce qu'on a besoin peut-être de redéfinir l'identité? C'est ça ma question. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle définition de l'identité? Merci. Alors c'est une question qui est tout à fait centrale et très compliquée. D'un côté, dans l'histoire culturelle, du moins l'histoire culturelle que je connais le mieux, c'est-à-dire l'histoire culturelle européenne, la singularité devient de plus en plus une valeur. On passe d'un individu qui n'a que des repères dans sa communauté et qui lie sa propre existence en relation à la communauté, un individu pour lequel la singularité a une valeur, pour lequel d'un côté a une valeur de suivre les tendances actuelles de la monde, être comme les autres, mais non pas comme tous les autres, c'est-à-dire comme les tendances les plus évaluées de la société. Et de l'autre côté, une valeur prééminente a aussi le fait de se dédouaner par rapport à ces mêmes tendances, et de plus en plus. En fait, c'est évident dans le monde de la mode que c'est un monde très, très intéressant, non seulement pour ceux qui s'intéressent spécifiquement de la mode, mais aussi pour les anthropologues, les historiens, les philosophes de la culture. À présent, par exemple, dans l'époque que nous appelons postmoderne, on ne parle plus de mode, même pas dans le phénomène vestimentaire, on parle de style. C'est-à-dire chacun veut avoir son propre style, son propre goût. Se dédouaner non pas seulement en relation à la communauté, non pas seulement en relation à la masse, mais aussi en relation aux tendances et au mode de la masse. La singularité donc est un objet, une dimension qui a une valeur absolue. Chacun veut être différent par rapport aux autres et chacun veut être meilleur que les autres.
chacun croit être meilleur que les autres. Il y a de plus en plus en Italie, par exemple, des phénomènes inquiétants des enseignants qui sont agressés par les parents des enfants qui fréquentent l'école, ou de médecins qui sont agressés par les familiers des patients dans les hôpitaux, ou de parents de petits enfants qui jouent au foot qui agressent les entraîneurs de petits enfants. Pourquoi? Parce que chacun croit avoir droit au meilleur enseignant du monde, au meilleur médecin du monde, au meilleur entraîneur du monde. Chacun croit de façon absolument radicale dans la valeur de sa singularité et dans le fait que cette singularité est dans la vérité absolue. Personne dans les réseaux sociaux n'accepte plus le fait de ne pas avoir raison sur quelque chose. Personne n'accepte d'avoir tort. On ne lit jamais « Bon, excuse-moi, j'ai eu tort. T'as raison. » Voilà. C'est quelque chose qu'on dit entre amis, hein, lorsqu'on se dispute. « T'as raison. » Voilà. On n'entend jamais cette phrase « T'as raison. » C'est une phrase sublime, donner la raison à quelqu'un. Donc la phrase qu'on écoute tout le temps, c'est « J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. » Voilà. Je. Donc il y a cette valorisation de l'individualité, de la singularité, qui a produit aussi, bien sûr, des phénomènes très intéressants dans l'histoire, des phénomènes artistiques, le phénomène de la lecture, de l'interprétation personnelle des textes littéraires, la liberté, etc. Mais en même temps, cette singularité est très difficile à nourrir aujourd'hui. La singularité peut se nourrir, mais elle est très chère à nourrir. Qui est-ce que peut se permettre aujourd'hui de nourrir sa propre singularité? Par exemple, par les vêtements qu'il porte, ou par la voiture qu'il achète, ou par les œuvres d'art qu'il a à la maison, ou par la maison qu'il a. Ben, ce n'est que les plus puissants de la planète qui peuvent avoir des vêtements que personne n'a, qui peuvent avoir des voitures que personne n'a, qui peuvent avoir des bateaux, des maisons, etc., qui personne n'a. Tous les autres vivent dans l'illusion de leur singularité. C'est-à-dire, ils croient qu'en mettant des photos dans leurs espaces Facebook, dans les espaces Instagram, en construisant jour après jour les simulacres numériques de leur identité, puissent atteindre cette singularité et en quelque sorte nourrir cette soif, désaltérer cette soif et qu'ils ont. Et c'est bien évidemment une illusion. À chaque pas, l'univers, la sémisphère numérique nous propose des projets identitaires avec cette promesse de singularité, mais ce n'est qu'une promesse commerciale, c'est-à-dire elle est vendue, elle est achetée. Rien n'est plus cher aujourd'hui dans la sémisphère numérique globale que la singularité, que l'originalité. Mais c'est évidemment un monde illusoire. Et c'est illusoire exactement parce que vous me demandiez s'il faudrait une redéfinition de l'identité. Il faudrait retourner, bien sûr, non pas à la muraille médiévale, parce que tous les projets de retour à une communauté prémoderne sont surréels. On ne peut pas oublier qu'on a été moderne et même postmoderne. On ne peut pas retourner médiévaux, même si on le voulait. Mais donc il faut passer par une reconnaissance de l'altérité. C'est-à-dire, si on ne fait que parler, mais on oublie d'écouter les autres, par exemple, si on publie, mais on oublie de lire les autres, si on propose des images au monde, mais on oublie de regarder les images des autres, etc. C'est-à-dire, si l'on n'est que des auteurs dans ce monde numérique, mais on ne devient jamais des lecteurs, eh bien, on ne peut pas vraiment engendrer un sentiment nouveau de l'identité. Parce que l'identité et la singularité sont non pas des monades, mais sont les produits d'un dialogue. Donc je dirais, si il doit y avoir
refondation, une nouvelle définition de l'identité aujourd'hui, je dirais que cette identité ne doit pas bien sûr être pré-numérique, elle doit être numérique, mais elle doit devenir de plus en plus dialogique. C'est dans les yeux de quelqu'un qui nous aime et que nous aimons que nous retrouvons notre singularité. C'est l'amour, la seule source de la singularité. Il n'y a pas d'autre source de singularité. Toutes les autres sources, à mon avis, sont des simulacres commerciaux. Donc c'est là qu'il faut aller. Merci. Hamza. Premièrement, je vous remercie, monsieur, pour ce travail-là. J'ai eu beaucoup de questions, mais je posais quelques. La première question, je recherche la philosophie de la langue, c'est-à-dire pourquoi on nommait des objets, par exemple, pourquoi on dit que ça c'est une boîte d'eau, pourquoi on dit c'est l'eau, c'est-à-dire la philosophie de la langue. Je recherche la philosophie de la langue, mais je ne trouve rien. C'est la première question. La deuxième question, pourquoi on a besoin de la langue, de la parole? Pourquoi on utilise la langue du signe? La langue du signe. La troisième question, ça y est. Le dernier, on a beaucoup, mais le dernier. La dernière question, pourquoi on a beaucoup de langues. On a langue berbère, langue arabe. Pourquoi on a seulement une langue? Merci. Bon, ce sont des questions très, très vastes et difficiles, mais qui sont véritablement au centre de plusieurs disciplines qui s'intéressent au langage et aux langues, qui ont essayé de répondre de plusieurs façons pendant des siècles de réflexion. Alors, quant à la première question, deux tendances s'opposent dans l'histoire de la philosophie occidentale, mais non pas seulement dans l'histoire de la philosophie occidentale du langage. D'un côté, des théories selon lesquelles les langues seraient motivées. Donc, on appelle la bouteille une bouteille parce qu'il y a quelque chose dans l'ontologie de la bouteille qui nous pousse à utiliser ces mots pour se référer ou nous référer à elle. Et de l'autre côté, une tendance selon laquelle, au contraire, la langue et les langues en général seraient en large partie arbitraires, c'est-à-dire il n'y aurait aucune motivation selon laquelle ou à cause de laquelle nous devrions appeler la bouteille une bouteille. Alors, c'est très difficile de soutenir la première version, la première théorie. C'est une théorie qu'on pouvait soutenir lorsque on ne connaissait pas ou lorsqu'on ne valorisait pas la multiplicité des langues. Alors maintenant, on sait qu'on peut appeler cet objet bouteille, poterie, flash, bottle, bouteille, garafe, etc. Chaque langue a un mot différent pour cet objet. Donc, l'on déduit que ce n'est pas l'ontologie de l'objet qui, en fait, justifie et qui détermine la forme du mot. En même temps, tout n'est pas arbitraire dans une langue. Tout n'est pas arbitraire parce que
les langues deviennent, à partir du moment où l'on intériorise les langues dès la première enfance, lorsqu'on apprend sa propre langue maternelle, mais aussi lorsqu'on apprend des autres langues, elles deviennent non pas un simple fait culturel, mais quelque chose qu'on pourrait appeler une deuxième nature. Qu'est-ce que c'est qu'une deuxième nature? Vous-même, peut-être certainement, vous avez comme langue maternelle l'arabe ou le berbère, et après vous avez appris aussi des autres langues, le français, l'anglais. Moi aussi j'ai appris l'anglais. Pourquoi j'ai appris l'anglais et non pas le chinois? Pour des raisons culturelles, parce que dans les années 70 et 80, lorsque j'étais enfant, l'anglais était déjà une langue hégémonique, donc les écoles en Italie, mes parents, etc., croyaient que ça aurait été bien que je parle l'anglais, que je cultive cette langue. Donc c'est un choix culturel, c'est un choix déterminé par l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il arrive lorsque j'apprends bien l'anglais, lorsque j'apprends bien le français? Je ne peux pas le désapprendre. Si j'apprends le français et vous me parlez en français, si j'apprends l'anglais et vous me parlez en anglais, je ne peux pas me forcer à ne pas vous comprendre, même si je le veux. Parfois, c'est bien, c'est très reposant d'aller dans des pays dont on ne connaît pas la langue, parce qu'on évite d'écouter beaucoup de bêtises. Donc, cela veut dire qu'un choix culturel, historiquement déterminé, a fait en sorte non seulement que j'échange de façon culturelle, mais que j'échange de façon naturelle. C'est-à-dire, la neurophysiologie de mon cerveau a été changée par la décision, par le fait culturel et historique d'apprendre la langue anglaise ou la langue française. Donc, un choix culturel, historique et arbitraire a donné une motivation neurophysiologique à la présence de certaines synapses dans mon cerveau. Voilà, pour répondre de façon assez synthétique à la première question. Et quant à la deuxième question, pourquoi on a besoin du langage verbal et on ne peut pas se suffire des autres systèmes de signes? Et pour le simple fait que les autres systèmes de signes sont plus pauvres. C'est-à-dire, il a été adaptif du point de vue de l'évolution naturelle, biologique de l'espèce humaine, de se interfacer, de se relationner à l'environnement et aux autres, donc non seulement à l'environnement naturel, mais aussi à l'environnement social, non seulement par le truchement de systèmes de signes non verbaux, mais aussi et surtout, et de plus en plus de façon centrale, par l'utilisation d'un langage verbal qui a un atout que tous les autres systèmes de signes n'ont pas, c'est-à-dire un système de négation. Le système de signes qu'on appelle langage verbal, c'est le seul dans lequel nous pouvons à la fois représenter quelque chose et représenter quelque chose en le niant. On peut dire cette question est magnifique, on peut dire cette question n'est pas magnifique. Alors essayez de le faire avec une peinture, ça sera très difficile. La possibilité de se référer de façon négative au monde est l'un des atouts principaux qui ont fait le succès de ce système de signes, parce que ça nous a donné la possibilité de construire des simulacres, pour ainsi dire, hypothétiques de la réalité. On peut représenter la réalité telle qu'elle est, mais on peut aussi représenter la réalité telle qu'elle n'est pas, par le truchement du langage verbal. Et pourquoi on a plusieurs langues plutôt d'en avoir une seule? Et pour le simple fait que les langues se développent en relation à l'environnement naturel, à l'environnement social. Donc on a une faculté de langage qu'on partage dans toute l'espèce humaine, mais comme les espèces humaines se développent en différentes ethnies, avec des caractéristiques somatiques différentes, qui ont été sélectionnés par l'environnement naturel, probablement le même a eu lieu par rapport aux langues. C'est-à-dire certaines langues ont développé, c'est l'exemple classique de l'hypothèse Sapir-Whorf,
et des autres anthropologues linguistiques américains, en Italie, on ne parle pas de pâtes, on parle de spaghetti, farfalle, linguine, tagliatelle, rigatoni, plusieurs types de pâtes. Tandis que aux États-Unis, en anglais, c'est spaghetti, en France, les pâtes. Parce qu'en Italie, les pâtes sont si centrales d'alimentation que la langue s'est développée avec une articulation sémantique très fine, de façon à pouvoir nous permettre non seulement de parler des pâtes, mais aussi des différents types de pâtes qu'il faut choisir en relation aux recettes qu'on prépare dans la cuisine italienne. Donc la différenciation des langues est un résultat et d'un produit des différentes conditions naturelles d'abord et aussi socioculturelles ensuite. Voilà. Donc, merci. Je vais une liste d'autres questions. Brahim. Oui. Donc après, moi j'aurais, si tu le permets, une ou deux questions à te poser. Donc, Brahim, oui. Bonjour, je vous remercie de votre conférence. Je voulais simplement poser une question tout à fait simple par rapport à ce que vous avez appelé l'illusion de la singularité. Est-ce que vous ne pensez pas, et vous êtes d'ailleurs référé au mouvement des Gilets jaunes, qu'il y a aussi dans l'ère postmoderne actuelle une illusion de la collectivité et que tout groupe qui se forme, que ce soit des Gilets jaunes ou que ce soit un autre groupe qui s'identifie par des signes distinctifs, est-ce qu'il n'y a pas chez ce groupe toujours une peur de la désagrégation? Et toujours cette peur est conduite à un comportement violent pour s'unir. Il faut chercher, comme vous le dites très bien, un ennemi soit intérieur, soit un ennemi extérieur. Et dans votre intervention, vous avez évoqué l'exemple du football. Je ne sais pas si vous avez fait allusion, je ne sais pas, à un événement qui s'est passé hier à Turin, non, à Cagliari, je crois. Oui, entre la Juventus et Cagliari, où Matuidi et un autre joueur, Moïskine, se sont fait agresser par le public de Cagliari. Et ce n'est pas, il y a des précédents, par exemple Koulibaly aussi s'est fait agresser de la même façon. Donc alors qu'il y a dans Cagliari, dans l'équipe de Cagliari, des joueurs de couleur aussi. Donc on a essayé de cibler ces deux joueurs de Juventus pour qu'il y ait une union chez les supporters. Donc est-ce que la violence verbale ou physique est le seul moyen de créer des collectivités dans l'ère postmoderne? Merci. C'est une question fondamentale qui mobilise un savoir à la fois sémiotique et sociologique, une sorte de sociologie ou socio-sémiotique. Alors d'abord, je voudrais conseiller un livre fondamental sur ces sujets, un classique qui a été écrit par un prix Nobel pour la littérature, Elias Canetti, qui publia l'ouvrage auquel il avait consacré toute sa vie, en allemand. En allemand, le titre est Masse und Macht, qui en français est traduit comme Masse et pouvoir. Et c'est une longue étude sur l'anthropologie de la masse, sur l'anthropologie des différentes formes de masse, de multitude, incluant aussi la réflexion très importante sur l'émeute. Canetti avait vécu l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, lui juif rescapé de son pays, voilà, des persécutions. Il avait vu aussi les multitudes des nazis en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Et donc, il produit cette réflexion très intéressante sur les différentes formes qu'ils ont, les êtres humains, de se mettre ensemble, surtout du point de vue physique. C'est-à-dire maintenant, on devrait peut-être ajouter plusieurs chapitres à ce livre de Canetti, parce que on ne peut plus parler uniquement de masse, de multitude, des groupes, des communautés, des meutes du point de vue physique. On devrait le faire aussi du point de vue numérique, c'est-à-dire
c'est-à-dire c'est aussi nos avatars, nos simulacres numériques qui se mettent ensemble pour donner lieu à des phénomènes similaires. Alors, et bien évidemment, comme Umberto Eco l'a bien décrit dans l'un de ses derniers livres, c'est-à-dire construire les ennemis, et les communautés, et comme à vrai dire le philosophe René Girard nous avait appris déjà avec sa théorie philosophique du bouc émissaire, souvent les communautés ont besoin d'un ennemi pour construire leur identité, pour construire leur cohérence interne. Mais ils ont besoin de cet ennemi de plus en plus lorsque cette identité est faible, lorsque cette identité est fragile ou fragilisée. Alors, comment expliquer la poussée radicale et inquiétante du racisme, du néo-racisme, non seulement de la théorisation raciste, mais aussi des comportements racistes en Europe? Et comment expliquer ces types de manifestations violentes que vous avez évoquées dans votre question? Bien évidemment, construire une identité communautaire en ciblant un ennemi qui en plus fait partie d'une minorité, qui en plus peut être reconnu comme un membre d'une minorité, est très simple. C'est aussi un discours de, si vous voulez, économie cognitive, économie sémiotique. C'est l'une des façons les plus simples pour créer dans une société postmoderne où, comme je soulignais dans mon intervention, les frontières n'existent plus, ou sont très fragiles, c'est construire et donner lieu à de nouvelles frontières. Ceci dit, il faut aussi souligner que ce type de construction, elle est constamment une construction négative. Elle est une construction négative dans la théorie du bouc émissaire de René Girard, dans la création de l'émeute selon Canetti, dans l'agression des joueurs non caucasiens dans le football. Et elle est aussi une identité négative dans plusieurs mouvements et plusieurs tendances de manifestation de proteste en Europe. C'est-à-dire construire une identité autour de quelque chose qu'on veut détruire, c'est beaucoup plus simple que construire une identité autour de quelque chose qu'on veut construire. C'est quelque chose qui caractérise la formation des communautés contemporaines. Toutes les communautés politiques les plus puissantes, les plus populistes aujourd'hui en Europe sont des communautés qui se sont bâties autour du non, autour de la destruction, la destitution, la déconstruction de quelque chose. Il serait des moments peut-être de passer une phase constructive, c'est-à-dire, bien sûr, il faut une identité individuelle, bien sûr, il faut une identité communautaire, mais il faut aussi que cette identité communautaire retrouve ses paramètres par rapport à un projet de construction. Oui, on peut dire non à quelque chose, mais après, on doit aussi concevoir une alternative. Voilà, c'est là l'impossibilité de construire une identité à la fois individuelle et politique par rapport à une identité, à une proposition alternative qui est le vrai mal politique de l'Europe contemporaine. Des questions? Donc, Mustafa. Allez. Merci. Alors, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois au sein de notre établissement. Et cela justement grâce à notre cher professeur M. Balancé, qui ne ménage pas justement ses efforts pour nous apporter toujours des intervenants de marque.
de qualité. Et la preuve est justement là, grâce à cette intervention vraiment magnifique, vraiment sublime, j'ai éprouvé énormément de plaisir à vous écouter tout au long de votre intervention. Et je dois dire que votre intervention m'a vraiment interpellé et a soulevé en moi un grand nombre de questions, un grand nombre de réflexions, et j'aimerais aussi que vous m'aidiez justement pour clarifier certaines de ces questions-là. Alors, vous disiez tout au long de votre réflexion sur cette brève histoire de l'humanité qu'au début, il y avait la reconnaissance identitaire était quelque chose de géographique, c'est-à-dire que par des frontières géographiques, on appartient plutôt à une communauté. Je pense à ce sujet-là que à cette époque, peut-être que le choix, il n'y avait pas le choix. L'appartenance identitaire était quelque chose de prédestiné. Aussitôt que je nais dans un endroit particulier, je fais partie d'une communauté. Et peut-être que je n'ai pas le choix de sortir de cette communauté-là. C'est dans cette perspective, justement, que je vois que, à l'époque actuelle, il y a le choix, justement, il y a cette richesse au niveau d'appartenance communautaire. Ça veut pas, c'est-à-dire que je peux naître dans un endroit géographique clairement défini, clairement établi, sans pour autant appartenir à la communauté qui vit dans ce lieu géographiquement déterminé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être cette question de choix de la communauté auquel je peux appartenir. Un choix qui traduit justement une quête identitaire. Je veux savoir qui je suis. Et cela passerait peut-être, je ne sais pas, par vers quelque chose que je qualifierais peut-être de communauté éphémère. C'est-à-dire que je fais partie d'une communauté, mais c'est juste pour un moment donné, c'est-à-dire pour m'essayer. Est-ce que ça répond vraiment à mes valeurs, à qui je suis, et peut-être que si ça ne marche pas, je peux tout de suite changer, jusqu'à ce que je trouve la bonne communauté qui va justement dans le même sens de mes valeurs et de mes convictions. Donc, il y a aussi, je pense qu'à cette époque actuelle, il y a cette possibilité d'appartenir à plusieurs communautés à la fois. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné d'appartenir à une seule et unique communauté, mais à la fois, je peux appartenir à plusieurs communautés. Et justement, vous avez parlé de cette volonté, ce désir de se singulariser. Je pense notamment ici aux communautés des jeux virtuels aussi, qui est peut-être un désir, qui exploite justement peut-être ce désir d'appartenance à une communauté. Et il y a une communauté virtuelle qu'on va créer pour dépasser justement les problèmes de la réalité, cette crise identitaire de la réalité, et pour sublimer peut-être ce désir-là vers quelque chose de virtuel, pour peut-être oublier les problèmes causés par cette appartenance à la réalité. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réflexions. Et merci encore une fois pour votre présence et d'avoir répondu présent à nous. Merci pour votre question qui est plutôt un commentaire que j'apprécie et j'accepte, je fais mien à part entière. Il y a deux ordres de réflexion, à mon avis, qui sont intéressants ici par rapport à votre commentaire. Le premier concerne la formation d'identité numérique, donc les communautés virtuelles, comme vous les avez appelées. On peut effectivement faire partie de communautés, notamment en forme de réseaux, dans l'espace numérique. Ce qui fait problème, à mon avis, c'est les rapports entre cet espace virtuel et les communautés, les réseaux qu'on peut y former, et l'espace, disons, offline, en dehors du réseau, en dehors du web, sachant que ces deux espaces, l'espace virtuel, l'espace réel, l'espace online, l'espace offline, s'entremêlent de plus en plus, ils sont de plus en plus enchevêtrés, c'est de plus en plus difficile de démêler. Ceci dit, j'ai l'impression que plusieurs problèmes que nous avons avec les réseaux sociaux surgit précisément de l'impossibilité d'envisager de façon appropriée
les retombées des actions dans le monde numérique sur le monde non numérique. Nous existons encore dans le monde numérique, nous avons des corps. Nous avons encore une structure socio-économique qui pèse sur nos corps, sur nos possibilités de nous nourrir, sur nos possibilités de nous déplacer, sur nos possibilités d'entrer en relation avec des autres hommes ou des autres femmes. Donc, nous vivons encore dans un espace physique, avec des corps physiques, dans des communautés réelles. Parfois, l'on arrive à penser que l'on pourrait effectivement créer des communautés virtuelles, comme celles que vous avez mentionnées, dans lesquelles nous pourrions résoudre magiquement les problèmes de la société réelle, de la société des corps, de la société des ressources matérielles, sans les toucher. Alors moi, je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, il faudrait récupérer de plus en plus, non pas un échange uniquement face à face en s'écartant des communautés online, moi aussi je fais partie de façon enthousiaste des réseaux, mais je fais voyager mes images dans les réseaux numériques, mais je voyage moi-même. Pour moi c'est très important non seulement de voir monsieur le professeur Pernoussi en image numérique, sur Skype, mais de le rencontrer au hasard, comme hier, au milieu de Meknes. Alors, ce qui est arrivé hier soir, moi, en descendant du train et allant vers la gare, vers mon hôtel, je rencontre au tout hasard, dans la rue, monsieur le professeur Pernoussi. C'est une coïncidence absolue que l'espace numérique n'arrive pas à reproduire. C'est-à-dire, le hasard n'existe pas dans le numérique, où il est reproduit comme random, qui n'est pas exactement la même chose. La serendipity, c'est ce qu'on appelle serendipity en anglais, c'est-à-dire rencontrer quelque chose qui est utile pour soi tout en cherchant quelque chose d'autre. C'est une qualité de l'espace réel et encore très peu de l'espace numérique. Pour la simple raison que l'espace numérique nous entoure toujours avec une image de nous-mêmes. Donc, dès que vous cherchez un livre sur la sémiotique une fois dans le web, on vous offrira ensuite les publicités de livres sur la sémiotique ensuite. Donc, la serendipité de l'espace numérique est encore assez faible. C'est là pour dire que le premier ordre de réflexion doit porter, à mon avis, justement sur cette reconnexion nécessaire entre l'espace virtuel, y compris l'espace politique virtuel, et l'espace réel. Moi, j'ai l'impression que nos conversations numériques deviennent de plus en plus violentes et de plus en plus radicales, parce qu'on n'a plus l'impression d'être devant quelqu'un avec un corps, avec un visage, quelqu'un qui réagit, quelqu'un qui nous ressemble. Nous perdons l'essence de la proximité éthique. Nous vivons dans un espace numérique où de plus en plus il y a en effet des distances virtuelles qui a des conséquences aussi sur notre capacité de trouver de l'empathie, de respecter l'autre, etc. C'est malheureusement quelque chose que le philosophe français du XVIIe siècle, Voltaire par exemple, avait déjà bien étudié, c'est-à-dire combien de citoyens de Shanghai faut-il qu'il meure pour que des journaux en Italie en donnent la nouvelle? Peut-être 200. Tandis que si 5 Italiens meurent, les journaux italiens, tout de suite donnent la nouvelle. Et nous avons encore un sentiment assez spatial de notre engagement éthique, de notre capacité d'empathie. Et alors, quand nous sommes devant l'écran, c'est un dispositif pour afficher des images, mais c'est aussi quelque chose qui fait écran à notre capacité éthique d'empathiser avec l'autre, de percevoir la distance avec l'autre. Nous avons l'impression d'être absolument proches de tout le monde dans cet immense réseau du web, mais en même temps, la capacité du web de nous rapprocher du point de vue cognitif nous a éloigné beaucoup du point de vue émotionnel. Et en même temps a aussi éliminé ou bien créé la doute à propos de toute forme de représentation. Il y a une crise de la représentation partout dans le monde, justement parce que nous avons toujours l'impression de pouvoir être là.
C'est-à-dire, les politiciens ne nous plaisent pas, indépendamment de ses couleurs politiques, parce que nous avons l'impression de pouvoir être là à sa place. Les médecins, nous ne confions plus à lui parce que nous avons la possibilité ou l'impression, l'illusion d'être là à sa place, simplement en consultant une encyclopédie médicale dans l'Internet. Donc, ce sont des effets secondaires très graves du point de vue éthique et du point de vue épistémique du monde numérique qui ne doivent pas nous pousser à éliminer les numériques parce que c'est une possibilité extraordinaire pour l'humanité, mais ils doivent nous encourager à reconnecter les numériques et les non-numériques. On ne doit pas oublier qu'on a un corps, qu'on est des corps, et ces corps doivent vivre ensemble. En ce qui concerne le deuxième ordre de réflexion, oui, bien sûr, la lisibilité dont je parlais à propos de la ville médiévale est en effet une lisibilité connectée à la naissance. C'est-à-dire la naissance, ce mystère, on ne sait pas pour quelle raison on naît à Meknès plutôt que naître à Lecce ou naître dans les années 70 plutôt que naître aux années 60. Donc c'est un mystère. Mais ce mystère marque toute notre vie, c'est-à-dire elle a marqué encore plus profondément au Moyen-Âge. Peut-être ce mystère ne marque pas tellement notre vie aujourd'hui, mais l'idée de pouvoir se dédouaner complètement du barème des conditions mystérieuses, prédéterminées, prédéterminantes de notre naissance sont illusoires. C'est aussi une illusion du monde numérique, c'est aussi une illusion du monde moderne et postmoderne, l'illusion de pouvoir s'échanger complètement, de pouvoir devenir, comme dans la philosophie post- et transhumaine par exemple, de pouvoir devenir quelque chose de tout à fait indépendant de ces conditions de naissance. C'est un grand mythe économique, c'est un grand mythe social, c'est un mythe qui malheureusement meurt de plus en plus en Europe aussi. On est pauvre, on meurt pauvre. On est sans la capacité d'aller à l'université, on meurt sans la capacité d'aller à l'université. Donc c'est un mythe qui malheureusement meurt du point de vue social. Mais c'est un mythe aussi du point de vue existentiel qui oublie une composante fondamentale de l'anthropologie humaine, à mon avis du moins. C'est-à-dire, l'on a découvert, grâce à la modernité, et encore plus grâce à la postmodernité, notre, disons, soif de liberté, nos désirs de singularité, mais nous avons des désirs de nécessité aussi. Nous désirons aussi que les choses soient nécessaires. Dans l'amour, par exemple, on ne veut pas être arbitraire lorsqu'on est choisi par quelqu'un qui nous aime. On veut que quelque chose de nécessaire soit au fondement de notre relation, par exemple, avec un partenaire. Si l'on pense, oui, bon, j'épouse cet homme, j'épouse cette femme, mais je pourrais bien en épouser une autre. Je pourrais bien en épouser un autre. Mais là, c'est la fin de l'amour. Alors, bien sûr, du point de vue rationnel, c'est comme ça. Mais il y a un domaine très mystérieux de la vie dans lequel on doit en quelque sorte oublier d'être libre pour être nécessaire. Alors, ça c'est quelque chose de très compliqué du point de vue philosophique, et c'est aussi quelque chose de, disons, très controversé. Par rapport à la nécessité moderne, ou encore plus par rapport à la nécessité prémoderne, nous avons à la fois un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que nous pouvons choisir la nécessité. C'est-à-dire, nous pouvons choisir pour nous-mêmes que quelque chose soit nécessaire pour nous-mêmes, que quelque chose ne puisse pas être changé, que quelque chose ne puisse pas avoir des alternatives. Mais le désavantage, c'est que c'est quelque chose dans lequel nous devons croire. C'est-à-dire, nous devons construire notre propre croyance dans la nécessité de certains éléments de notre vie. Sans cette croyance que nous ne pouvons plus extraire de notre
communauté. Nous devons nous-mêmes produire cette croyance. Nous vivons dans une liberté, mais nous vivons aussi dans une condition de soif d'essence. L'essence naît de la liberté, mais l'essence naît aussi de la nécessité. Bien, merci. Donc, pareil. Donc, je vous remercie aussi pour la clarté de votre propos. Donc, vous avez parlé en premier de la crise de la singularité et aussi du délire identitaire, donc, qui est généré et hypertrophié par l'espace numérique. Mais il y a aussi un élément, je le pense, donc très, très important, ou du moins qui mérite une attention particulière, c'est la crise du savoir. Donc dans ces réseaux, surtout les réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui de manière fréquente, donc quelle est la place du savoir dans ces réseaux sociaux? Donc moi je vois la chose comme la réalisation, donc la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une utopie se réalise. C'est-à-dire qu'on efface, on gomme toutes les difficultés. Donc si par exemple quelqu'un publie quelque chose dans une autre langue que vous ne connaissez pas, donc d'un seul clic vous pouvez traduire automatiquement sur l'interface et lire ce que l'autre a écrit. Donc ça peut aussi renvoyer à la Bible, à la tour de Babel, donc et la multiplicité des langues, des peuples et tout ça. Donc ce désir d'effacer, de gommer toutes ces difficultés, et le savoir bien évidemment empathie. Le savoir, l'information aussi, donc quand on parle du monde du journalisme par exemple. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette crise du savoir, donc, dans le cadre de ces réseaux sociaux? Merci. Merci. C'est une question fondamentale qui a cependant aussi des origines infrastructurales. Je fais un exemple que je porte souvent. Lorsque j'ai commencé à travailler dans mon université, si j'avais un problème, par exemple, dans l'organisation d'un congrès, d'un colloque, etc., je me rendais chez quelqu'un de mon administration, de l'administration de mon université, et j'ai lui exposé le problème. Après, cela a été impossible de savoir où cette personne était. C'est-à-dire, je ne pouvais pas m'y rendre personnellement avec l'expression physique, des sentiments, etc. J'ai eu un numéro de téléphone. Après, le numéro de téléphone a disparu aussi. C'est-à-dire, ce n'était plus possible d'entendre la voix de cette personne. J'ai eu droit à son adresse email. Et après, l'adresse email a disparu aussi. Maintenant, si je veux contacter quelqu'un dans les services informatiques de mon administration, je dois envoyer ce que techniquement s'appelle un ticket, c'est-à-dire une sorte de demande d'aide lancée dans l'espace cyber, à laquelle quelqu'un va répondre, on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Donc ce service qu'il me fallait s'est éloigné de plus en plus de moi. Dans plusieurs domaines de la vie humaine, cette crise infrastructurale qui est liée à une certaine tendance idéologique, mais elle est aussi liée à une certaine tendance de développement des systèmes de production. Si vous voulez créer des profits, par exemple, dans un système productif, c'est simple, vous centralisez les services, vous centralisez la production, et vous créez des profits marginaux qui vous permettent, sur grande échelle, d'accumuler énormément de capitaux. La même chose s'est créée avec la réduction du nombre de médecins publics dans les États européens. Auparavant, il y avait un médecin, je ne sais pas les chiffres, mais pour 50 patients, et maintenant, il y en a un pour 500 patients. Et alors, comment est-ce qu'on a justifié cela? On a dit, pour plusieurs services, pour plusieurs questions, non pas pour les questions graves, mais pour les questions de tous les jours, il y a le web. C'est-à-dire, les patients, plutôt que de se rendre chez le médecin, ils peuvent aller sur le web et trouver la réponse. L'étudiant, plutôt que d'aller suivre les cours, il peut aller dans les systèmes informatisés et suivre les cours enregistrés online. Donc, on a
proposé et vendu l'Internet et les numériques comme une sorte d'antidote à la crise infrastructurale, avec une diminution de services d'un côté et une augmentation, disons, de la tension démographique de l'autre côté. Alors aujourd'hui, l'on vit une sorte de, comment dirais-je, résultat inattendu et bien sûr négatif de cet antidote. Lorsqu'on dit à quelqu'un, bon, il ne faut pas que tu te rendes chez le médecin, il suffit d'aller sur Internet, après il sera très difficile de lui dire, bon, écoute, il ne faut pas toujours croire l'Internet, il faut que tu ailles parfois chez le médecin. Il ne faut pas croire qu'en vaccinant ton enfant va devenir autiste, parce que c'est quelque chose qui a été écrit dans un article publié par un savant dans une revue britannique dans les années 80. Cet article a été récusé, donc il n'était pas valide. Il faut croire ton médecin qui te dit, écoute, il faut que tu vaccines tes enfants parce que sinon ils vont t'attraper de maladies. Et bon, il y a de plus en plus de gens aujourd'hui en Europe qui ne croient plus à la version officielle de faits scientifiques, qui croient en des théories du complot. Et bien sûr, certaines de ces théories du complot ont eu dans le passé un fondement. C'est-à-dire, c'est vrai, par exemple, que dans les années 60, il y avait toutes sortes de chercheurs en médecine, aux États-Unis et ailleurs, qui disaient, bon, fumer ne cause pas le cancer des poumons. Le tabac, les cigarettes ne sont pas dangereux, continuez d'en acheter. Parce qu'ils étaient payés par les industries. Donc c'est vrai qu'il y a eu des complots dans le passé, les complots existent. Mais créant une quantité infinie de théories du complot, surtout théories qui ne sont pas fondées sur une recherche investigative, mais simplement sur la volonté de, disons, créer une version alternative des faits, et aussi avec les effets identitaires, etc. En fait, on donne lieu à une situation dans laquelle il est impossible pour quelqu'un de filtrer l'information dans le web. De savoir, par exemple, si une page qu'on lit dans Wikipédia contient des données auxquelles on peut faire confiance, ou bien si c'est quelque chose de controversé, ou bien si c'est quelque chose de tout à fait inventé. Alors, que faire? Ce que nous vivons aujourd'hui est un phénomène, est une page de l'histoire culturelle qui est très similaire à la page vécue en Europe lors de l'émergence, disons, de la réforme protestante. Avant, le texte sacré de l'Europe, c'est-à-dire la Bible avec les évangiles, ne pouvait pas être interprété par n'importe qui. C'est-à-dire il fallait la médiation du prêtre, il fallait la médiation de l'évêque, il fallait la médiation du pape. Grâce aussi à une évolution technologique, la possibilité par exemple d'imprimer les Bibles, les livres physiques de la Bible en des petits formats et de les donner en traduction allemande ou en traduction en langue vulgaire à tous les fidèles, grâce aussi à ce développement technologique, une autre idéologie du sens, une autre idéologie herméneutique a démarré, celle proposée par Luther, c'est-à-dire on ne doit pas attendre l'évêque pour interpréter la Bible. Voilà la Bible. Lis toi-même, interprète toi-même. Ce qui se passe, c'est que nous vivons la même situation aujourd'hui. Tu ne dois pas être représenté par un politicien, tu ne dois pas être guidé par un académicien, tu ne dois pas être, disons, tu ne dois pas consulter un médecin, tu peux faire toi-même, tu peux trouver toi-même l'information dans l'Internet. Et moi, j'ai de plus en plus d'étudiants, par exemple, qui contrôlent, lorsque je parle, ce que je dis est véritable, c'est-à-dire ils contrôlent Internet. Mais, alors que, lors de la réforme protestante en Europe, ce qui se développa fut aussi une philologie biblique, c'est-à-dire exactement, puisque maintenant le texte biblique est dans les mains de chacun, est important de savoir quelle est
les textes bibliques sur lesquels on conduit cet exercice multiple d'interprétation. Alors, nous n'avons pas encore une philologie numérique. C'est-à-dire, si je vous propose une image que je tirais d'Internet, ça sera très difficile pour vous de remonter jusqu'aux conditions de sa création, de décrire le parcours, les conditions de sa circulation. Parce que tout cela demande un savoir technique très pointu que la plupart des gens n'ont pas. En plus, cela demande aussi des permissions de recherche, des conditions de recherche qui sont parfois difficiles à obtenir. Si quelqu'un, par exemple, publie un message offensif incitant à la violence d'un Twitter, c'est pas même pour ceux qui contrôlent de façon professionnelle, même pour les États, même pour les forces de police, etc. Plusieurs mois peuvent s'écouler avant de pouvoir retracer l'origine de ce texte. Donc, développer une philologie numérique est très difficile, mais il faut le faire exactement parce que on doit entraîner nos compétences, surtout dans les niveaux les plus hauts de la formation, c'est-à-dire les enseignants, les professeurs, les étudiants universitaires, etc. Ils doivent pouvoir reconnaître les tracés d'une information, les tracés d'une image, les tracés d'un texte qu'ils puissent de l'Internet. Sont des compétences difficiles, je ne dirais pas que tout le monde va être capable de les faire, mais au moins au niveau des études universitaires, il serait absolument catastrophique de ne pas développer ce type de philologie numérique, c'est-à-dire d'avoir toute une nouvelle prochaine génération de chercheurs qui ne sont pas capables de savoir d'où ils prennent les informations. Voilà. Bien, merci. Donc, une dernière question. D'abord, je vous remercie pour votre présence. Je voudrais seulement mettre l'accent sur une chose très importante. Durant votre intervention, vous avez parlé de l'espace, en disant que l'espace, ce n'est pas l'espace qui détermine l'individu, mais plutôt c'est l'individu qui détermine l'espace. Seulement, lorsqu'il s'agit d'un espace physique, est-ce qu'on peut considérer que ce dernier-là comme l'un des facteurs qui puisse déterminer l'individu en imposant des normes qui ont une dimension sémantique et qui contribuent à la lutte contre les combats entre les ennemis et instaurer une certaine stabilité entre le moi et l'autre. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire la différence dans la construction topologique de l'identité par rapport à la prémodernité ou même à la modernité, c'est que dans l'espace numérique, tout bouge avec vous, tout se déplace avec vous et tout se déplace de façon continuelle. Alors, je crois que peut-être une grande partie de vous-même, même la majorité, a une page personnelle sur Facebook. C'est un réseau, c'est une communauté. Alors, si je vous demandais maintenant quel est le code éthique auquel on accepte d'adhérer lorsqu'on ouvre une page sur Facebook, est-ce que quelqu'un d'entre vous saurait disons, décrire qu'est-ce qu'il y a dans ce code éthique? C'est-à-dire ce qu'on accepte lorsqu'on dit « j'accepte »,« I accept », au moment de l'ouverture d'une page de Facebook. Je crois que personne ne le saurait. Personne ne connaît les règles éthiques de Facebook, qui existent pourtant. Lorsqu'on entre dans Facebook, on est censé lire un code éthique auquel on attribue sa volonté d'accepter les règles qui sont écrites. Mais personne ne le fait. Tout le monde accepte sans lire.
quelques-unes de ces règles, par exemple, sont très surprenantes. D'abord, on ne peut pas avoir moins que 13 ans dans Facebook. Il faut avoir au moins 13 ans pour ouvrir une page Facebook. On ne peut pas utiliser un nom qui ne soit pas le sien dans Facebook. C'est-à-dire, on devrait circuler dans Facebook avec son propre nom, qui ne veut pas dire le nom civil, mais les noms par lesquels on est connu dans la société réelle, dans la société physique. Moi, je ne pourrais pas, par exemple, m'appeler Mohamed Bernoussi dans Facebook. Ça serait, disons, ne pas respecter les codes éthiques de Facebook. On devrait donner des informations véritables sur soi-même dans Facebook. Alors, tout ça ne correspond pas à la réalité du réseau, parce que dans les réseaux de Facebook, il y a plein de mineurs, des gens qui ont moins de 13 ans, qui ont des pages Facebook. Il y a plein de gens qui circulent avec un nom qui n'est pas celui qu'ils utilisent dans la vie réelle. La représentation que chacun donne de soi sur Facebook est souvent pas du tout vraisemblable ou correspondante à la vérité. Alors pourquoi on fait ça? Simplement parce que Facebook n'a pas la possibilité et le pouvoir de contrôler et n'a pas le pouvoir de stigmatiser non plus. Alors, comment est-ce que Facebook peut savoir si quelqu'un qui ouvre une page sur Facebook a moins que 13 ans? Il ne peut pas. Et Facebook dit, ah oui, nous avons éliminé 200 000 pages de mineurs qui avaient moins que 13 ans. Mais c'est de la propagande. Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas faire la connexion entre le monde réel et le monde numérique. Alors, dans l'absence de cette capacité, on ne peut pas introduire des règles éthiques. Donc les réseaux sont des réseaux qui se déplacent avec nous, mais où nous sommes comme les protagonistes de ce mythe de Platon, l'anneau des Gygès, qui rendait invisibles les gens. Alors Platon se demandait, est-ce que nous serions encore des êtres éthiques lorsque nous sommes rendus invisibles par cet anneau? Alors la réponse est non. Lorsque nous sommes invisibles, nous ne sommes pas éthiques. Voilà. Et le manque de visibilité numérique, c'est profondément, il y a du caractère profondément inéthique du réseau. On devrait malheureusement travailler sur la visibilité, ou au moins sur la traçabilité. Voilà. Bien. Donc, merci Massimo. Je crois que je vais reporter moi mes questions. J'aurai l'occasion de m'entretenir avec vous en fait dans la vie réelle, enfin mieux au moins en privé. Donc je te remercie pour ta générosité d'esprit et je remercie aussi le public, les intervenants pour la qualité de leurs questions et je remercie aussi encore Massimo parce que demain il nous donnera une deuxième conférence à 9h30 au même lieu. Donc merci au public et à bientôt.